Salut les amis, dans quelques secondes vous allez voir l'analyse de Spider-Man No Way Home 100% spoilers avec une présentation, la partie point négatif, la partie point positif et la conclusion qui débouchera sur un petit peu le reste du MCU. Sur la partie point négatif, étant donné que la vidéo dure une quarantaine de minutes, je me la suis regardée à nouveau avant de la poster et je me suis aperçu que j'avais été peut-être un petit peu dur avec les points négatifs. Ça n'enlève pas, voilà, tout ce que je vais dire, ben, je l'ai pensé au moment où je l'ai dit, mais atténuer un petit peu ce que je dis, je m'aperçois qu'il aurait fallu que je sois un petit peu plus souple, que j'arrondisse un peu les angles, parce que c'est quand même loin d'être un mauvais film, loin de là, et j'ai quand même pris du plaisir à le regarder. Mais c'est vrai que, bon, voilà, je vous ai promis du feel good, et je vous ai promis de la bienveillance sur la chaîne, donc prenez un peu de recul sur les points négatifs. Après, il y a quand même beaucoup de points positifs, et vous verrez, il y a toute la deuxième partie de la vidéo où j'encense le film. J'espère que vous apprécierez cette analyse. Elle est sincère, elle est subjective comme toutes mes vidéos. Sur ce, bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, ça me fait plaisir de vous retrouver enfin pour cette vidéo sur Spider-Man No Way Home. Alors, bon, petite ambiance un peu tamisée parce que j'en ai marre d'avoir la lumière en pleine tronche qui m'aveugle à chaque fois. Donc, je vous fais cette critique, on est en pleine nuit, j'ai une insomnie, donc je me suis dit, autant vous faire la critique maintenant. J'ai bien réfléchi pendant plusieurs mois à ce que je voulais vous dire sur ce film et pourquoi je vous ai pas fait la critique quand le film est sorti au mois de décembre. Vous avez été plusieurs à me demander de faire l'analyse ou la critique, et comme on va avoir dans quelques jours Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui va sortir, il fallait que je fasse la vidéo avant. J'ai dit un petit peu à droite à gauche ce que j'en ai pensé, que ce soit sur des lives, mes lives à moi, des lives de collègues et d'amis youtubeurs, mais aussi sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, je ne suis pas quelqu'un d'hostile au MCU et je ne déteste pas Spider-Man No Way Home, en tout cas beaucoup moins que les deux précédents. Mais je ne suis pas un fanboy du MCU. D'ailleurs, dans quelques jours, probablement la semaine prochaine, hein, on verra parce que j'ai tellement de vidéos en ce moment que je suis en train de préparer, mais dans quelques jours, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi je commence à saturer, à me fatiguer des films de super-héros, que ce soit le MCU ou le DCEU, hein, DC Comics. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. Je vous ferai une vidéo complète pour vous expliquer en détail mon point de vue, parce que je commence vraiment à me fatiguer des films de super-héros, malgré la grande qualité de certains films. Mais pour l'heure, voilà, Spider-Man No Way Home, ma critique va être nuancée comme d'habitude, parce que vous le savez, contrairement à certains qui vont trouver que le film est un chef-d'œuvre, meilleur film de tous les temps, meilleur film Marvel, meilleur film Spider-Man, ou d'autres qui vont dire ce film est une purge, c'est une daube, il n'y a rien à sauver, tout est mauvais, et qui vont insulter le film. Mon avis se situe très souvent, hein, pas toujours, mais très souvent entre les deux. C'est-à-dire j'essaye de faire la part entre ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé et pourquoi. Pourquoi j'ai aimé, pourquoi je n'ai pas aimé tel ou tel aspect du film. Et donc, ça va être une critique, comme d'habitude, qui va être construite avec d'abord le négatif, pour pouvoir ensuite terminer sur le positif, parce que je veux terminer sur une note positive. Revenons d'abord, avant toute chose, aux quelques chiffres du film. Le film sort le 15 décembre, il y a encore la pandémie, il y a encore le pass, et pourtant il fait presque 2 milliards de dollars dans le monde, alors que à peine un mois et demi avant, on a Les Éternels, autre énorme film du MCU qui fait 400 millions, et Shang-Chi encore avant, en septembre, qui fait lui aussi environ 400 millions. Donc il y a un véritable engouement, contrairement aux autres films du MCU de 2021, il y a un véritable engouement pour ce Spider-Man No Way Home. On est dans un contexte où on a beaucoup de gens qui sont fans du Peter Parker de Tom Holland dans le MCU. C'est quand même pas son premier film, il a fait Captain America Civil War, il a fait ces trois, donc les deux précédents Spider-Man, ainsi que Infinity War et Endgame. Donc il y a une véritable
Tom Holland est devenu la véritable coqueluche. Même si pour moi, c'est pas dans le MCU qu'on peut voir le véritable talent de Tom Holland, mais j'y reviendrai, parce qu'il a quand même du talent. À côté de ça, on a les deux autres Spider-Man, les deux autres versions, celle de Tobey Maguire sous la direction de Sam Raimi et de Andrew Garfield sous la direction de Mark Webb, qui avait été plus qu'apprécié, hein, qui avait été encensé par le public et la critique, enfin ça dépendait des films, mais qui s'était terminé, on va dire, en eau de boudin. Sam Raimi ne s'était pas entendu, ou plutôt Sony ne s'était pas entendu avec Sam Raimi, il n'y avait pas donné un Spider-Man 4, on s'était arrêté en 2007 avec la trilogie, et Mark Webb, on sait tous comment ça s'est terminé. Andrew Garfield, tout comme Mark Webb, ont été dégoûtés des films parce que Sony se sont pas bien entendus avec eux, et ils ont rebooté, alors que les films avaient quand même bien cartonné au box-office, il faut le dire. Hein. Les films The Amazing Spider-Man n'avaient pas été du tout des flops. Ils avaient cartonné. Mais voilà, Sony, peut-être trop gourmand à l'époque, comme bien souvent avec les studios. Quoi qu'il en soit, on arrive avec un film où il y a énormément d'attentes et où il y a des leaks. Et donc cette vidéo est 100% spoilers, parce que je vais vous dire tout ce qui se passe dans le film, et j'estime que tout le monde a eu la possibilité de voir le film. Le film est sorti il y a maintenant plus de 3 mois. Il a fait 2 milliards au box-office mondial, il a fait 7 millions d'entrées, je crois que j'ai entendu ça à la radio, 7 millions d'entrées. Et il est d'ores et déjà disponible en VOD depuis un petit moment maintenant, et il vient de sortir en Blu-ray. Donc tout le monde a la possibilité d'avoir vu le film, en tout cas au moins légalement. Donc ce sera du 100% spoilers sur le film. Et donc on a ces leaks, ces photos qui leakent de Tobey et Andrew, les deux Spider-Man, les deux précédents Spider-Man qui débarquent dans le film. Et puis, bien évidemment, le film tourne autour des méchants, comme on le voit dans la bande-annonce, que ce soit Dr Octopus, Electro, ou bien Norman Osborn, le bouffon vert. Au final, c'est un film, et donc avant de rentrer à proprement parler dans la critique, c'est un film qui pour moi sonne creux, sonne vide, est artificiel, mais est sauvé par son fanservice. Et ce fanservice, il fait beaucoup de bien. Et il fait surtout du bien au moment où le film est sorti. Parce qu'on était dans une période où c'était pas top. Hein. Franchement, le moral des gens, les gens avaient envie de se changer les idées. On était matraqués par des décisions sanitaires. Voilà, on va pas y revenir dessus. Mais les gens avaient besoin de quelque chose qui leur donne du feel good. C'est peut-être ça aussi qui explique le fait que le film est cartonné. Maintenant, on est 4 mois après. Et je vais pas vous mentir, j'ai vu le film une fois, j'ai hésité à le regarder une deuxième fois, je me suis forcé, mais j'avais pas envie, j'avais vraiment pas envie. Parce que pour moi, c'est un film, il gagne à être vu une fois, mais il y a tellement de gros défauts que surmonter voilà, on va dire que avoir la patience de surmonter les défauts du film pour arriver à la deuxième partie du film, c'est-à-dire la dernière du film qui, elle, pour le coup, est vraiment très bonne. J'avais pas la patience de surmonter ces 1h30 parce que le film dure quand même 2h30 et il est extrêmement long et les longueurs se font sentir. Mais bon, venons-en à la critique à proprement parler. Point négatif, c'est parti et on commence par la réalisation de Jon Watts. Et je suis désolé, mais Jon Watts, il est pas bon. Il est pas bon. Alors, je ne suis pas réalisateur. Peut-être que je ferai pire que lui. Mais j'ai vu des réalisateurs faire du direct to DVD qui étaient bien meilleurs. Jon Watts n'a aucune idée de mise en scène. Et le pire, c'est que non seulement il reproduit les erreurs sur les deux précédents, Homecoming et Far From Home, c'est-à-dire c'est pas meilleur en termes de réalisation. Il n'y a aucune idée de mise en scène comme on peut avoir sur des séries Marvel, que ce soit WandaVision ou d'autres. Hein. Là, il n'y a pas d'idée de mise en scène, mais en plus, on lui confie la prochaine trilogie, parce qu'entre-temps, au vu du succès de ce film, on a dit qu'il y aura 3 prochains Spider-Man avec Tom Holland, donc on lui confie la trilogie, plus le reboot des 4 Fantastiques, qui étaient déjà pas des réussites les 3 précédents. Et là, ça va être Jon Watts. Pourquoi on lui réussit? Parce que tout simplement, les films ont cartonné au box-office. Et que c'est comme ça.
à Hollywood, on ne donne pas la réalisation à des gens qui sont forcément talentueux, on donne la réalisation d'un film, d'un gros blockbuster, à des gens qui ont prouvé que leur film avait cartonné au box-office, même si c'est pas, s'il n'y a pas des idées de mise en scène, même s'il n'y a pas d'originalité, même si c'est artificiel, voilà, c'est comme ça. Ben John Watts, je suis désolé, mais ça fait partie des points négatifs du film, c'est pas bien réalisé. Ça aurait pu être réalisé par n'importe qui d'autre. Et quand je vois Chloé Zhao, qui est une véritable auteure, ou Destin Cretton, sur Shang-Chi, qui lui aussi est un véritable auteur, et je vous conseille son excellentissime States of Grace avec Brie Larson, qui était sorti en 2013, que j'étais allé voir au cinéma, c'est comme ça que j'avais connu Brie Larson. Regardez les films de Destin Cretton et de Chloé Zhao, que ce soit Nomadland ou The Rider, vous allez voir, ce sont des grands auteurs de films. John Watts, c'est pas le cas. Et pourtant, son film qui cartonne, contrairement aux deux autres. Ben voilà, John Watts, ça va pas, c'est un point négatif. Ensuite, on a les effets spéciaux. Alors, c'est mieux que sur Far From Home, qui pour moi était catastrophique. Far From Home, c'était du fond vert à n'en plus finir. Bon, c'était pas bon. Pour moi, Far From Home, c'est un des pires films du MCU et un des pires films de super-héros. Et sur ce No Way Home, c'est, on va dire, en dents de scie. Autant, il y a des moments où, bien que l'on voit le fond vert, les effets spéciaux sont à peu près propres. Autant, il y a de la bouillasse visuelle, notamment dans le combat de fin, où il y a tous les méchants et tous les Spider-Man qui s'affrontent dans une espèce de tempête de sable avec des éclairs. Ça, franchement, ça fait mal aux yeux, quoi. Ça fait mal aux yeux. Donc, les effets spéciaux sont vraiment pas terribles. Autre gros point négatif, la musique. Michael Giacchino, qui pourtant est un excellent compositeur. Et je vous conseille sa bande originale de Super 8, ou bien évidemment de Lost, hein, la série de J.J. Abrams, mais Super 8 de J.J. Abrams aussi, qui sont des pépites. Et puis tellement d'autres, la trilogie, notamment les deux de Matt Reeves des Planètes des Singes, l'affrontement et Suprématie, qui sont des pépites elles aussi. Donc Michael Giacchino, qui pourtant est un très bon compositeur, là il a aucune inspiration, aucune inspiration. Et les seuls moments où il y a un petit peu de frisson, c'est quand on reprend les thèmes des anciens, c'est-à-dire de Danny Elfman, James Horner et Hans Zimmer. Ou en tout cas, James Horner. C'est-à-dire les anciens Spider-Man, ceux de Sam Raimi et de Mark Webb. Mais sinon, il n'y a pas de thème de Spider-Man qui se dégage. Je n'ai rien retenu. Contrairement aux bandes originales des 5 premiers Spider-Man. Donc, Michael Giacchino, il fait pas un bon travail sur le film. Il n'y a pas d'inspiration. Je suis désolé, mais pour moi, il n'y en a pas. Et ensuite, on arrive quand même à la plus grosse partie, la partie la plus importante, scénario, dialogue et interprétation. Je vais commencer avec l'interprétation. C'est en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a du très mauvais et il y a de l'excellentissime. Le très mauvais, ça concerne Zendaya, Tom Holland, l'acteur qui fait Ned, j'ai oublié son nom, et même Doctor Strange, donc Benedict Cumberbatch, qui est dans une interprétation au minimum syndicale, absolument pas inspirée. On sent qu'il est venu pour le chèque parce qu'il fait partie du MCU, qu'il a des obligations. Mais voilà, il n'y a aucune... Franchement, Benedict Cumberbatch dans le film, il n'est pas très bon. Et à côté de ça, on a les acteurs que sont Alfred Molina, Willem Dafoe, Jamie Foxx et Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui eux sont excellentissimes. Donc, on a aussi Marissa Tomei qui fait Tante May, qui est très bien, mais comme d'habitude, elle était un point fort des autres films. Par contre, Jon Favreau, lui, et Jon Favreau, grand respect pour Jon Favreau avec tout ce qu'il a fait sur The Mandalorian et Book of Boba Fett, qui sont pour moi... Voilà, mais Jon Favreau, le personnage de Happy, honnêtement, s'il n'existait pas, c'est pareil. Hein. Et donc, voilà, c'est un personnage que je trouve totalement inutile. Mais Jon Favreau, lui, c'est un très bon réalisateur. Et pour voir une bonne interprétation de Jon Favreau, regardez son film Chef, où il fait un chef cuistot avec un food truck. Et là, pour le coup, il jouait plutôt vraiment très bien. Mais c'est pas dans le rôle de Happy qu'on peut voir une composition, on va dire, au niveau de l'interprétation. Donc voilà, on a une interprétation en dents de scie, mais pour retenir le négatif, parce qu'après, vous inquiétez pas, on va arriver au positif. Non, Tom Holland, ça va pas, il est toujours aussi puéril, et donc ça a un lien direct avec les dialogues, il a toujours des blagues aussi puériles, aussi ridicules, d'adolescents, lycéens, ça va pas du tout.
on va y arriver hein, sur les blagues, mais franchement, il est pas bon. Zendaya, franchement, j'ai jamais compris, je trouve qu'elle est un petit peu surcotée. Alors dans Dune, elle est très très bien dans Dune. Mais après, pour le reste, Euphoria, je déteste. Malcolm et Marie, c'est cauchemardesque. Le film inutile. Donc Zendaya, en fait, je suis pas un grand fan de Zendaya. J'avoue qu'elle a du talent, mais si dans Spider-Man on l'avait remplacée par n'importe qui, ça aurait pas été plus mal. Après, c'est quand même le meilleur film de Spider-Man de Tom Holland, et c'est le film où elle s'en sort le mieux, parce que c'est pas dans Homecoming, où elle fait la gueule pendant tout le film, c'est pas dans Homecoming pour qu'on peut voir son talent. Là, on va dire qu'elle sourit, c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Et puis, on a l'acteur qui fait Ned. Alors lui, je peux pas, honnêtement, moi, le petit gros, alors c'est pas pour être grossophobe, mais franchement, j'en peux plus de lui. Lui, il a aucun charisme, je suis désolé, mais il a un charisme de poulpe. Il a un charisme de poulpe. C'est-à-dire, quand tu vois Harry Osborn Jr., enfin, quand tu vois James Franco dans la trilogie Sam Raimi, le meilleur pote de Tom Holland, là, le meilleur pote de Spider-Man, de Peter Parker, et là, le meilleur pote de Peter Parker, c'est Ned. Non, franchement, non. Non, l'acteur est pas bon, l'acteur ne m'inspire aucun charisme, après on va y revenir, parce qu'il y a du what the fuck complet, le mec qui se prend pour un magicien et tout, enfin, on y reviendra, mais non, ce trio n'est pas bon, et puis, comme je vous disais, Benedict Cumberbatch qui est sans inspiration. Lui, alors Benedict Wong, qui est à la rigueur un personnage intéressant, lui, dès le début du film, il dit écoutez, me mêlez pas de vos histoires, me mêlez pas de votre film bancal, je me prends un portail, je me téléporte, je me barre ailleurs et vous faites votre film tout seul. Voilà, et il a bien raison d'ailleurs. Donc, interprétation assez mauvaise de la part du trio de tête, avec des blagues puériles. Et on va le voir quand ils vont faire des blagues envers Dr Octopus, où ils vont se permettre de bolosser un méchant tellement classe qu'ils sont pas au niveau. Donc voilà, ça va pas du tout. Les dialogues, donc, ben, comme je vous disais, on oscille entre parfois des dialogues de la maturité, des dialogues graves, des dialogues avec de l'émotion, ça viendra dans les points positifs, c'est notamment toute la dernière heure du film, quand il y a les anciens qui reviennent, et puis des dialogues qui sont complètement écrits à la truelle par un gosse, par un ado, par un lycéen, par un collégien. On a du mal à comprendre cette différence de qualité entre les dialogues. Donc il y a clairement la première heure et demie où il n'y a pas grand-chose à sauver, et la dernière heure du film où là il y a beaucoup plus de maturité, notamment dans le dialogue entre Tante May avant qu'elle meure, parce que c'est entre guillemets le cœur émotionnel du film, la gravité du film, Tante May qui meurt, Marissa Tomei, et là oui, il y a un petit peu de sérieux. Mais sinon, c'est vrai que les dialogues, c'était les blagues, notamment cette blague de Tom Holland, Zendaya et Ned, donc Peter Parker, MJ et Ned qui font une blague à Alfred Molina, à Dr Octopus. Il dit c'est vraiment votre prénom, mais c'est nul comme prénom. C'est-à-dire, ce manque de respect, envers les anciens, c'est insupportable. La pire blague du film, qui est totalement déplacée, c'est dans la deuxième partie quand Peter Parker de Tom Holland rencontre le Peter Parker de Tobey Maguire, qui lui dit bon, toi t'as pas des lanceurs mécaniques? Il dit non, moi la toile elle sort naturellement de mes organes, de mes mains. Il dit bon, mais tu peux te lancer de la toile de quel autre organe? Bon, on a très bien compris qu'il parle du zizi. Voilà, ça c'est la blague, zizi du film, hein. C'est là où je vous dis, c'est humour puéril d'adolescent, à l'image de Homecoming et de Far From Home. Donc c'est ce qui va pas pour moi, c'est ce que je ne supporte plus. Et voilà, et il y en a comme ça beaucoup d'autres, des blagues, mais je ne vais pas vous faire toutes les blagues parce que c'est pas le but. Et puis on a ce scénario qui est bourré d'incohérences. Alors la première des incohérences, c'est le manque de maturité du personnage. Il vient de Infinity War et Endgame. Il est mort dans Infinity War, dans les bras de Tony Stark, il a ressuscité, il a vu son mentor Tony Stark se sacrifier pour l'humanité, il avait plein de choses à perdre, Tony Stark. Sa famille, sa femme, sa fille, Morgan, toutes ses amies, et pourtant il s'est sacrifié. Et là, on a Peter Parker qui a perdu son anonymat à cause de Mysterio dans le film précédent. Son anonymat, c'est pas non plus...
c'est pas très très grave, hein. Il y a plein de super-héros dans le MCU qui n'ont pas d'anonymat. Il va avoir Doctor Strange pour lancer un sort, pour faire oublier aux gens ce qui s'est passé. Doctor Strange lui dit, ce sort peut mettre non seulement l'univers en danger, mais le multivers, c'est-à-dire les univers tous. Et il lui dit, ouais, mais c'est pas grave, fais-le quand même. Il dit, t'es sûr? Parce que, bon, c'est chaud quand même, hein. Il peut y avoir une déchirure de l'espace-temps, plein de méchants qui viennent. Ouais, mais t'inquiète pas, j'ai besoin de retrouver mon anonymat pour pouvoir continuer de passer du bon temps avec ma copine. C'est ça le film? C'est ça la base du film? Je le redoutais quand on avait vu la première bande-annonce. Je me disais, non, c'est pas possible. Ça doit être on va nous annoncer une pirouette scénaristique pour nous faire comprendre qu'il y a une embrouille et que c'est pas ça. Et oui, c'est ça la base du film. Donc, un personnage qui aurait dû avoir de la maturité et se dire, bah, je prends sur moi, je vais aller de procès en procès, je vais Daredevil, d'ailleurs Charlie Cox qui intègre à nouveau le MCU après avoir vu sa série annulée chez Netflix, qui intègre le film en tant que Matt Murdock, voilà, il aurait pu y avoir un procès. Vous voyez, le procès de Peter Parker qui démontre que, ben justement, par des preuves, par une enquête, qu'il était innocent. Mais non, la solution de facilité, on va mettre en danger le multiverse pour que le mec puisse retrouver l'anonymat, pour vivre sa vie tranquille avec sa copine et son pote Ned. Bon, c'est claqué au sol. Déjà, rien que ça, on perd toute crédibilité. Déjà, rien que ça, on perd toute crédibilité. Mais c'est pas le pire. Les méchants. Les méchants, dont on nous dit qu'ils sont morts dans leur univers, on sait, hein, Alfred Molina, donc Dr Octopus, Otto Octavius, ben, il est mort à la fin de Spider-Man 2, quand il tombe dans l'eau à la fin. Norman Osborn, il s'est fait empaler par son propre planeur. Electro, apparemment, il a été électrocuté à la fin de The Amazing Spider-Man 2. L'homme sable, je crois qu'ils avaient réussi à déstabiliser ses molécules et du coup, il s'était dispersé. Bref, les méchants sont morts. Donc, en toute logique, quelques secondes avant leur mort, ils ont été envoyés dans l'univers du MCU. Et là, on nous dit, attention, si tu les renvoies chez eux, ils vont mourir. Comment faire pour pas qu'ils meurent? Il faut les guérir, il faut les soigner. Comment les guérir et les soigner? En leur faisant prendre conscience qu'ils sont pas si méchants que ça et qu'ils doivent devenir gentils. Et c'est ce qu'ils sont, à la fin, les méchants redeviennent gentils, ils prennent conscience, ah ben oui, finalement, le mal c'est pas bien, il faut faire le bien et tout. Et ils sont renvoyés chez eux et ils restent en vie. Donc c'est ça en fait le film. Les lois du multivers, les lois scientifiques, entre guillemets, du multivers sont conditionnées à un changement moral chez les personnages. C'est-à-dire que la décision de devenir gentil ou méchant fait que les lois du multivers vont être déconstruites. On le voit bien, c'est torché à la truelle, c'est écrit avec des Crayolas. Vous savez, c'est les Crayolas, c'est les crayons qu'ils ont les gosses pour faire des dessins, les gosses de 1 ou 2 ans. Donc non, il n'y a rien à sauver au niveau du scénario en termes de crédibilité, en termes de sérieux. Il y a tellement de moments, entre guillemets, ta gueule c'est magique, c'est-à-dire, cherche pas à comprendre, c'est comme ça. On n'a pas fait d'effort pour écrire, cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Autre élément, Ned qui se prend pour le sorcier suprême. Il prend les bagues de Doctor Strange et il commence à tourner avec les mains, et il arrive à ouvrir des portails, alors que Doctor Strange lui-même, pendant 2 heures, le premier film Doctor Strange en 2016, il a galéré pour apprendre tout ça. Alors là, j'entends des théories. Oui, mais c'est parce qu'en fait, Ned, il est d'une famille de sorciers. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Si je m'en fous qu'il soit d'une famille de sorciers. Moi, je veux qu'on réponde aux interrogations du film dans le film, pas dans 2 ou 3 films. Sinon, ça sert à rien. Si on doit avoir plusieurs films pour comprendre les incohérences de ce film-là, c'est de la fainéantise scénaristique. Et c'est bien le cas, c'est de la fainéantise scénaristique. Donc, face à tout ça, il y a quand même une exaspération qui monte, et on se dit, il va falloir vraiment qu'ils compensent pour faire quelque chose qu'on s'en sorte à la fin à peu près bien. Et c'est là où on arrive au point positif,
heureusement, il y a les méchants des anciens films et les anciens Peter Parker. Les méchants des anciens films, que ce soit Willem Dafoe, qui est touchant, il est tantôt psychopathe, puis ensuite on voit son changement de personnalité en quelques fractions de secondes, où il passe du Norman Osborn psychopathe qu'on avait chez Sam Raimi. Le Alfred Molina, qui en impose par son charisme et sa sagesse, où on sent la bienveillance du personnage. Ça fait plaisir. Le Electro de Jamie Foxx, qui est cool par son attitude et en même temps très charismatique, et qui fait des vannes qui sont très bien. À un moment donné, il y a une vanne, il dit, ouais, je pense, il découvre que Andrew Garfield, il avait jamais vu le visage d'Andrew Garfield, et il dit, ah ouais, t'es blanc, et il dit, je pensais que t'étais black. Je crois qu'il y a cette blague. Et il lui dit, bah, t'inquiète, dans un univers, il doit y avoir un Spider-Man black. Référence à Miles Morales. Ça fait plaisir. Ça, c'est une bonne vanne. C'est une petite réflexion humoristique, mais qui est utile. Voilà. Donc, en plus, il envoie du lourd en termes de costumes et de design, parce que enfin, les fans qui n'avaient pas aimé la version bleue, que moi j'ai bien aimé hein, dans The Amazing Spider-Man 2, mais ceux qui n'avaient pas aimé la version bleu fluo, ben là, ils retrouvent le design du Electro des comics. Donc, que ce soit en termes d'interprétation, ou vraiment, hein, Willem Dafoe s'en donne à cœur joie, et ça fait plaisir à voir, on est content pour lui. Et Willem Dafoe aussi, on sent que ils ont été invités à la cour de récré, tu vois, ils ont été invités à la fête, et voilà, il y a ce respect qui leur est dû, alors malheureusement entaché de certaines blagues, mais il y a ce respect qui leur est dû en tant que les anciens, ça fait plaisir. Ça marche, ça fonctionne très bien. Et puis il y a le retour de Tobey et d'Andrew. Et donc, comme je disais, il y a beaucoup de gens en introduction, il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés de l'arrêt de la trilogie Sam Raimi, de l'arrêt des 2 films de The Amazing Spider-Man, et on devait avoir un Amazing Spider-Man 3 et 4 et Sinister Six. Et là, moi j'ai beaucoup aimé la manière dont ils reviennent. C'est sobre, notamment pour Tobey Maguire. Il arrive dans une ruelle sombre, il débarque par un portail. Tu sens que c'est un petit peu comme s'il revenait à la maison, comme s'il avait jamais vraiment quitté la maison, tu vois. Il revient chez lui, et tu sens qu'il a pris de la sagesse, parce que Tobey Maguire, il l'est fait, la quarantaine, il a environ 40 ans aujourd'hui, je crois, je sais pas si c'est pas un peu plus même, tu sens qu'il l'est fait, tu sens que Spider-Man 3, c'était il y a 15 ans en arrière, en 2007. Donc, il y a cette émotion, ce naturel, parce que ce sont des formidables acteurs, Tobey Maguire et Andrew Garfield, et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, ça nous rappelle, et c'est là où je vous dis que, bah, quelque part, on nous arnaque un petit peu, mais je peux pas leur en vouloir, parce qu'on joue sur la fibre nostalgique et le fanservice. Ça nous rappelle directement 2001-2007, Spider-Man 1, 2 et 3. Et puis, Andrew Garfield. Et enfin, et là ça m'a fait vraiment plaisir, vraiment, Andrew Garfield qui est reconnu à sa juste valeur, qui avait été tellement décrié dans les 2 The Amazing Spider-Man qui sont mes préférés. Enfin, d'abord mes préférés c'était ceux de Sam Raimi, jusqu'à ce que je vois les 2 avec Andrew Garfield, et où je me suis dit mais ce mec est né pour faire Spider-Man, surtout quand on sait tout ce qu'il traverse avec la mort de Gwen Stacy, Emma Stone et tout. Donc son talent est reconnu dans ce film-là, parce que tous les gens qui l'avaient critiqué, il y a une partie qui ont enfin reconnu son talent, et il y a tous les jeunes qui n'ont pas découvert les Amazing Spider-Man parce qu'ils étaient trop jeunes, qui se sont aperçus avec ce film que oui, Andrew Garfield, c'est un grand acteur, et que c'était un grand Spider-Man Peter Parker, et ça se voit parce qu'il prend du plaisir, la scène quand il arrive, quand il débarque, c'est tellement naturel, il dégage tellement d'émotions, il a envie de se racheter pour... enfin, c'est même pas sa faute en plus, pour la mort de Gwen Stacy, donc quand il sauve la MJ, donc la Michelle Jones, parce qu'en vrai c'est Mary Jane, la MJ de Tom Holland. Alors oui, bien sûr, c'est téléphoné, ça se voit des kilomètres avant, on se dit, bah oui, cette scène, ça va être pour faire le clin d'œil à The Amazing Spider-Man 2 quand elle tombe dans la tour et qu'elle s'écrase, mais... ouais, il y a vraiment beaucoup d'émotions qui se dégagent, et puis, les 3 ensemble, il y a une tellement bonne entente, il y a une tellement bonne alchimie, on sent qu'il y a 0 conflit d'ego entre les 3, c'est que du kiff,
c'est des gosses, on sent que c'est presque des frères, quoi, qui s'entendent bien tous les trois, le grand frère, le moyen et le petit frère. Et ça fait plaisir. Et je vais pas vous mentir, j'ai eu ma petite larme à l'œil. Et encore une fois, c'est bien joué. Je peux pas dire autrement. C'est bien joué. Parce que d'un film fainéant, catastrophique scénaristiquement, avec tellement de défauts, arriver à susciter de l'émotion et que tout ça te fasse se prenne le pas sur les défauts, chez moi ça a marché. Ça a marché. Après, j'y reviendrai dans la conclusion. Est-ce qu'au final c'est une bonne chose? J'y reviendrai dans la conclusion, mais ça a marché parce que quand je les vois se faire un câlin à la fin, les trois, et se dire ouais, je t'aime mon pote et tout, ça fait chaud au cœur. Quand je vois Tobey Maguire, Andrew Garfield, qui passent un petit peu de temps ensemble à un moment donné, c'est pas trop, c'est 2-3 minutes. Et il lui craque les vertèbres et il dit ah ouais, maintenant je fais mon âge et tout, et il a des problèmes de dos. Et il dit tu veux que je te craque les vertèbres? Il dit ah, et cette alchimie, ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. C'est du bon fanservice. Et puis, il y a les 20 dernières minutes du film. Alors, il y a la mort, bien sûr, de Tante May, où il y a un peu d'émotion. Ce qui était prévisible, parce que eux, ils ont vu... alors, c'est sans compter tous les petits easter eggs et toutes les petites références. Tobey Maguire qui dit « Ah oui, moi j'ai affronté un alien ». Bon, c'est Venom dans Spider-Man 3. Il parle de son couple avec Mary Jane, donc ça nous fait tout de suite penser à Kristen Dunst. Voilà, tous ces easter eggs, pareil, les petits... par rapport à Andrew Garfield, les références à Gwen Stacy et Maston, bref. Voilà. Tout ça fait très plaisir et donne envie de revoir les 5 premiers films. Et puis, donc la mort de Tante May, qui était prévisible, mais qui correspond bien, eux, ils ont eu la mort de l'oncle Benz, pas celui qui fait le riz, mais voilà, Uncle Benz de Tobey Maguire et Uncle Benz de... Vous avez compris. Et puis, la mort de Tante May. Et puis après, il y a les 20 dernières minutes du film, qui sauvent le film. En plus des anciens, du retour des anciens. Les 20 dernières minutes du film, c'est là où il y a de l'émotion, c'est là où Peter Parker de Tom Holland va prendre conscience qu'il faut avancer, qu'il faut avoir de la maturité, et il y a ces adieux avec Doctor Strange qui, pour moi, sont poignants, puisque on sait ce qu'ils ont passé dans Infinity War et Endgame, qui sont parmi les meilleurs films du MCU. On sait ce qu'ils ont traversé. Et là, il lui dit « Efface-moi de la mémoire de tout le monde pour remettre le multivers en ordre. » Et il dit « Ouais, mais si je t'efface, ça va être aussi de tes proches, y compris de moi, y compris de MJ, y compris de Ned. » Et il dit « Ouais, je suis prêt à ça. » Et il dit « Mais quand on se reverra, on se reconnaîtra, je ne te reconnaîtrai pas. » Et du coup, ouais, ces adieux entre Doctor Strange et quelque part, ça revient à effacer tout ce qui est arrivé à Tom Holland dans le MCU. Oui, il y a de l'émotion qui se dégage. Et la très bonne idée, c'est que il ne va pas dire qui il est à MJ à la fin, ainsi que à Ned. Il a compris que si il leur dit qui il est, ça peut les mettre en danger. Il a compris qu'il a failli les perdre dans le film. Donc, il prend sur lui. Et c'est ça, un super-héros. Un super-héros, c'est pas la petite araignée sympa du quartier qui lance des toiles et à qui on offre des hot dogs. C'est pas ça, et qui fait un humour d'adolescent et qui construit des Legos. C'est pas ça, un super-héros. Un super-héros, c'est quelqu'un qui encaisse, et qui encaisse aussi le mauvais, qui a du sacrifice de soi. Et ça, on le voit à la fin, dans les 20 dernières minutes. On sent que ça lui coûte de pas dire la vérité à MJ et à Ned, de les laisser vivre leur vie. Quelque part, c'est une conclusion pour le personnage, parce que ça efface tout ce qui s'est passé avant, les souvenirs en tout cas. Alors après, on va être reparti sur une nouvelle trilogie. Est-ce qu'elle sera intégrée plus au Sony Spider Universe ou bien plus au MCU? De toute façon, les deux ont fusionné. Le Sony Spider Universe et le MCU sont indissociables l'un de l'autre. Il faut espérer que par la suite, il n'aille pas voir Zendaya pour lui raconter tout, sinon toute la maturité que le personnage a acquise dans ce film tomberait à l'eau. Et c'est pas gagné, parce que quand tu vois le scénario, tu te dis ils sont capables d'écrire tout et n'importe quoi, donc ils sont capables du prochain film, de nouveau, de tomber dans les travers des 3 premiers. Mais voilà, il faut espérer que le personnage qui a évolué à la fin de ce film, cette évolution, elle soit définitive, et qu'on construise par-dessus ça. Maintenant, pour conclure,
ben, comme le film il a cartonné, et pourtant qu'il est, il est torché, mais vraiment il est torché en deux. Les incohérences scénaristiques, on sent qu'ils se sont pas relus et qu'ils en ont rien à faire. Mais que grâce au fanservice et à l'émotion que suscite la nostalgie du fanservice, ça a cartonné, et que à côté de ça, des films qui sont très bien écrits comme Les Éternels, ou bien qui ont de la personnalité, notamment avec tout ce qui est ambiance asiatique comme Shang-Chi, et qui n'ont pas marché, les deux n'ont pas très bien marché, ben j'ai peur que Spider-Man No Way Home devienne le modèle pour les années à venir des prochains films du MCU. Et je le vois déjà, cette fainéantise, dans le trailer de Thor Love and Thunder, Thor 4, qui est un copier-coller au niveau du trailer de Thor Ragnarok, avec cette on va dire, comment dire ça, je cherche entre Peter Quill et Thor, cette compétition puérile que j'avais détestée dans Infinity War et Endgame, où on sent le conflit d'ego entre les deux veulent être le chef, les deux veulent être celui qui a le plus de charisme, celui qui en impose le plus. Déjà, on avait ça dans Infinity War et Endgame entre Peter Quill et Thor, et j'avais détesté, parce que autant ce qui marche chez les Gardiens de la Galaxie, de leur côté, ça marche très bien, et chez Thor, de son côté, ça marche bien aussi, mais quand les deux sont réunis, pour moi, ça ne marche pas. Ça m'a agacé dans Infinity War et Endgame. Et là, ça va être la suite. On sent que ça va être de nouveau ce conflit d'ego puéril. Donc, du fond vert à fond, de la musique rock, parce que ils ont mis du rock dans Thor Ragnarok, et donc ils en remettent, ils avaient mis du Led Zeppelin, et là, ils mettent du Guns N' Roses. On sent qu'il va y avoir de l'humour potache qui marche pas forcément toujours, avec le bro Thor, c'est-à-dire le gros Thor élevé à la bière. Donc là, ça va être pour perdre du poids. On sent que, d'ores et déjà, la fainéantise du scénario de No Way Home sert de modèle comme fainéantise pour le prochain Thor, pour faire un copier-coller sur Thor Ragnarok. Alors peut-être qu'au final, Thor Love and Thunder va être une grande surprise avec beaucoup d'émotions et de la gravité et du sérieux, mais j'ai pas l'impression. Heureusement, entre-temps, on va avoir Doctor Strange in the Multiverse of Madness dans quelques jours, parce que c'est Sam Raimi, hein, mais il y a quand même quelques signaux qui inquiètent. Hein. Le film est passé de 2h28 à 2h06, et on nous annonce un nouveau caméo chaque semaine, j'ai l'impression. Alors attention que le film ne soit pas uniquement des caméos. Donc, j'ai une petite inquiétude, mais c'est quand même Sam Raimi. Donc Sam Raimi, c'est pas n'importe qui. Après, on aura Black Panther 2 en novembre, mais ça c'est encore un autre délire. Je vais pas vous mentir, j'ai peur que le Spider-Man No Way Home, ces facilités scénaristiques, commencent à devenir majoritaires dans les prochains films ou les prochaines séries du MCU. On le voit, les séries du MCU, les qualités sont inégales. Il y en a qui sont très bonnes, d'autres qui sont moyennes, d'autres qui n'intéressent pas beaucoup. Le gros problème là-dedans, et c'est pour ça que je vous en parlerai dans une vidéo dédiée, c'est qu'il faut avoir vu tout. À la fois les films, les séries, maintenant aussi le Sony Spider Universe, pour tout comprendre. Et ça commence à faire beaucoup. En plus, Spider-Man No Way Home, je dirais, il est long, 2h30, je les sens passer, franchement. Donc, mon avis mitigé, hein, clairement, vous l'avez compris, mitigé, allez, on va dire positif, mitigé positif plus, parce que ça m'a fait très plaisir de revoir Tobey Maguire et Andrew Garfield. Mais c'est vrai que si on les enlève, ça me donne pas envie de revoir le film. Après, si ce film-là peut permettre d'avoir un Spider-Man 4 de Sam Raimi avec Tobey Maguire, et Sam Raimi a déclaré que lui, il était tout à fait prêt à rempiler, et si on peut avoir un The Amazing Spider-Man 3 par Mark Webb avec Andrew Garfield et une éventuelle Spider-Gwen qui vienne du multivers jouée par Emma Stone, moi je dis banco. Au moins le film aura eu un gros avantage de nous remettre sur le devant de la scène ces formidables acteurs. Maintenant, à voir. À voir, c'est tout ce que je peux dire. Vous l'avez constaté donc, je ne suis pas totalement négatif sur ce film. J'ai trouvé qu'il y avait de bonnes choses, de mauvaises choses. C'est vrai que les fanboys qui ont crié au chef-d'œuvre avant même que le film sorte,
Ça m'a fatigué aussi, parce que sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, c'était tout le monde « Ah, ce film est génial, c'est un chef-d'œuvre !» Tu n'as même pas vu le film. Ou alors, cette capacité, ça m'étonnera toujours, cette capacité à... C'est un petit peu de la mauvaise foi, à dire qu'un film est parfait, n'a pas de défaut, que c'est le meilleur film de tous les temps. Alors qu'à côté de ça, il y a des films qui sont vraiment en scénario très très bien écrits et qui passent inaperçus. Bon, moi, je vous le dis, hein, comme à chaque fois pour toutes les vidéos, mon point de vue est subjectif. Vous voyez, moi ce que je préfère, c'est les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Et je suis conscient qu'elles sont catastrophiques pour certaines. J'en suis tout à fait conscient. Malgré tout, je prends du plaisir à les regarder. Donc je ne vais pas vous faire une leçon de morale en vous disant que vous avez tort d'aimer No Way Home. Vous avez absolument pas tort. Tant mieux pour vous. Les Tuches, ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, j'adore ce genre de film. Je suis tout à fait conscient que les vannes, c'est pas toujours le top. Mais je vois ça avec bienveillance. Et les gens, s'ils aiment pas, ils ont le droit aussi. Mais il faut bien que vous compreniez que la vérité se situe entre le fanboy et le rageux. Entre le mec qui va dire « Ce film est un chef-d'œuvre, il a zéro défaut, il est génial, tout est parfait », et le mec qui va dire « C'est une purge, c'est une daube, c'est une catastrophe absolue, il n'y a rien à sauver ». La vérité se situe souvent entre les deux, mais après, ça reste quand même une question de goût. Comme moi, comme n'importe quel autre youtubeur, si vous entendez un youtubeur qui vous dit objectivement ce film est une merde ou objectivement ce film est un chef-d'œuvre, vous pouvez d'ores et déjà vous dire qu'à partir du moment où il dit objectivement, il perd la crédibilité. Un youtubeur n'est pas objectif. Un youtubeur, c'est un influenceur. Et même les critiques de presse professionnelles, hein, que Télérama, Première, Cinématiseur, L'Écran Fantastique, Mad Movies, et tous, eux aussi, ils font des critiques subjectives. Là où ils sont objectifs, c'est quand ils vous parlent du développement du film ou des interviews. Mais une critique, en soi, elle est subjective et elle change d'un rédacteur à l'autre, d'une critique à l'autre, d'un youtubeur à l'autre. C'est comme ça. Il faut savoir juste exprimer son point de vue avec respect et respecter les goûts de chacun. Moi, personnellement, je suis mitigé sur No Way Home. C'était pas non plus une catastrophe absolue, c'est pas une torture à regarder. Mais c'est vrai que c'est pas un film que je regarderai de très nombreuses fois. Une fois, 2 fois, c'est déjà beaucoup. Voilà. C'est ce que je pouvais vous dire sur Spider-Man No Way Home. Bon, 40 minutes pour vous en parler, c'est déjà très long, mais au moins vous avez mon avis complet sur le film. Je vais pas y revenir. Hein, j'en discuterai avec vous dans les commentaires, bien évidemment, mais je vais pas y revenir, je ferai pas de live dessus, je ferai pas d'autres vidéos dessus, et j'en parlerai pas dans d'autres lives, parce que voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, voilà, dans quelques jours, ou dans quelques, peut-être 2 ou 3 semaines, vous aurez ma vidéo sur pourquoi je fais une overdose de MCU, mais je pense que je l'ai déjà un petit peu expliqué dans cette vidéo, et aussi du DCEU. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce film et sur les films du MCU que vous avez aimés. Et puis, vous pouvez retrouver d'autres contenus Marvel. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo. Une vidéo nuancée, comme d'habitude, sur la chaîne. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et ciao tout le monde.